Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Channel News sur le salon IT Partner. Je reçois tout de suite Antoine Stamati, directeur général de PowerIT. Bonjour Antoine. Bonjour et merci de nous avoir conviés. Alors vous êtes une entreprise d'infogérance informatique et cyber. Tout à fait. Avec une offre phare qui s'appelle MySerenity. Voilà, une jeune entreprise avec une dizaine de collaborateurs. Tout à fait. Vous êtes un MSP. On est 100% pur MSP player, et au travers de l'offre MySerenity, on agrège que des services et on propose une solution tout inclus pour permettre aux entreprises de croître avec l'informatique et pas se poser de questions et d'avoir une offre simple et claire. Vous avez été créé quand ? On a été créé il y a 4 ans, on est sur notre 4e année, on connaît une belle croissance aujourd'hui. Doublement du chiffre d'affaires l'année dernière ? Doublé le chiffre d'affaires, on a intégré 3-4 nouveaux collaborateurs et sur 2025 on continue à anticiper cette croissance, ce qui nous a valu d'acheter de nouveaux locaux et on tend à continuer sur cette même dynamique. Vous êtes installé où ? On est basé à Avignon, dans le Vaucluse, et aujourd'hui une majorité de nos clients se situent sur le sud-est de France, mais on a également des clients de partout en France, Paris, D'accord. Lille, Villeneuve-d'Ascq pour le plus haut. Et on arrive aujourd'hui à avoir un rayonnement national. Alors vous êtes accompagné par BMSP, donc avec le triptyque Autodesk, Datto, Tout à Glue fait. IT. Oui, IT Glue, pardon. IT Glue, tout à fait. BMSP ont su nous marquer de par leur... BMSP est un partenaire qui partage beaucoup, qui donne beaucoup en termes de conseils. Et c'est vrai qu'on s'est entouré d'eux parce qu'ils avaient une offre qui était complète sur les meilleurs outils MSP pour pouvoir faire de l'infogérance, pouvoir faire de l'autodéploiement, pour pouvoir automatiser les process et automatiser les réponses aux incidents. Et pour nous, c'était une évidence de partir là-dessus et d'avoir dès le départ les meilleurs outils, de pouvoir commencer en fait avec ces outils-là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un nombre d'utilisateurs en infogérance ou en co-management et qui nous permet d'avoir un rayonnement aussi national. C'est grâce aux outils MSP, c'est grâce à cette culture en fait MSP qu'on arrive à ça. Voilà, vous êtes on peut dire un bébé BMSP. On est un bébé BMSP et d'ailleurs on s'inspire beaucoup de ce qu'ils font, puisque nous aussi on partage énormément de contenu. On s'est inspiré de leur académie de formation, puisqu'on a également proposé cette même académie à nos clients. Il était indispensable aujourd'hui, si on veut faire les choses avec de la cybersécurité, de l'accompagnement et avoir le meilleur accompagnement, on s'est inspiré de ce qu'ils ont fait pour le proposer à nos clients et leur permettre d'avoir accès à de la formation, accès à du contenu et on est très content de s'inspirer d'eux, oui, tout à fait. Alors, en 2024, vous avez lancé un nouveau site. Tout à fait. Avec votre offre en ligne. Donc ça, c'est original, hein. On peut... C'est un risque. On a pris parti. Déjà, dès le départ, on voulait, quitte à revoir la copie et repartir à zéro sur quelque chose de nouveau, la transparence de prix, c'était pour nous hyper important. Le site internet nous permet de dire à nos clients, voilà le prix pour avoir de l'infogérance, du co-management, de la cybersécurité, de l'accompagnement 24/24, 7 jours sur 7 en illimité, avoir tout le stack d'outils pour travailler, télétravailler, stocker les données avec Microsoft Business Premium qui le font très bien, on n'a pas réinventé la roue. Tout ce stack d'outils-là, il a un prix, il a un coût. C'est quoi le prix ? Ça démarre à partir de 129 € par mois, par utilisateur, sans engagement. Et ça peut descendre jusqu'à 66 € par mois, par utilisateur, pour l'intégralité de tout le stack d'outils avec la cybersécurité, en fonction du nombre d'utilisateurs. D'accord. Alors j'allais vous dire, oui, c'est assez premium quand même comme prix. Oui. Parce que c'est une cible de petite entreprise. Alors au départ, on avait ciblé le MySerenity, c'était vraiment l'offre tout inclus qui pouvait permettre aux petites entreprises d'avoir une offre complète sans se poser la question de ce qu'on a laissé sur le côté, qui souvent, d'ailleurs pour des questions budgétaires, on laisse la cybersécurité, on laisse des outils de côté au risque que ça coûte plus cher à la fin. D'accord. Cette cible-là, on a du persona, on a des clients de 5-10 utilisateurs, mais notre offre, elle a quand même été beaucoup plus attirante sur des entreprises de 50, 100, 150 utilisateurs. D'accord. Ce qui nous a fait partir sur une offre de co-management où on accompagne aujourd'hui des entreprises qui ont déjà des services informatiques et des DSI, mais qui ont besoin d'avoir notre expertise sur le stack d'outils Datto, IT Glue, qui permet de faire du co-management et d'avoir une base de connaissances partagées et qui permet en fait d'élever le niveau
et de garantir à un dirigeant que, par exemple, la gestion de son entreprise, l'administrateur suprême, c'est pas forcément un homme clé de son entreprise, mais il y a bien quelqu'un qui est capable de maîtriser ça. Et en cas d'absence, en cas de maladie de cette personne, qui est bien quelqu'un qui peut prendre le sujet. Donc aujourd'hui, on avait quand même élevé notre persona par rapport au départ. Alors vous avez reçu un prix, le prix de la MSCon, on dit ? La MSPCon à Paris, oui, tout à fait. Qui est organisé par BMSP. Hein, on les retrouve. Et vous avez été désigné meilleur espoir informatique en France sur le modèle MSP. Et alors déjà, c'est un honneur. Vraiment, c'est un honneur. On est des bébés. On a volonté de faire les choses avec éthique, honnêteté, transparence de prix. On en a parlé tout à l'heure. Le plus de services premium possible. Et le fait qu'on ait cette reconnaissance, ça a boosté les équipes qui se battent tous les jours au quotidien pour apporter cette valeur-là. Et vraiment, ça nous a réconfortés sur nos choix. Le choix, en fait, de ne pas faire de compromission pour gagner une affaire, de dégrader une offre technique, de rester dans une offre qui est celle qu'on a standardisée, c'est pas nous qui avons fait ces standards, il y a le NIS 2, il y a le DORA, il y a l'expert cybermalveillance, il y a des labellisations sur ça, et en fait nous on fait juste respecter ce standard-là et on l'a mis dans un package, et le fait qu'on ait cet intérêt et cette reconnaissance, pour nous, vraiment, c'est moteur de reconnaissance, on en est ravis. Très bien. Alors 2024, ça a quand même été marqué par un allongement des processus de décision chez les clients. Tout à fait. On se rend compte, sûrement peut-être dû à l'inflation, conjoncture économique. Les délais de décision aujourd'hui sont plus longs, ce qui nous demande d'avoir également un portefeuille d'affaires un peu plus dense pour justement pallier à ça. Mais les décisions aujourd'hui on trouve qu'elles sont plutôt rallongées, ouais, tout à fait. Mais vous quand même prévoyez de quasiment doubler encore cette année. C'est ça, donc 2024 on a doublé le chiffre d'affaires et 2025 on a pour objectif en tout cas, et on les tiendra, c'est un objectif fait pour être atteint, de redoubler notre chiffre d'affaires. Ça vous fait combien de clients ? Ou combien de personnes en nombre d'utilisateurs, on arrive sur 1 millier d'utilisateurs infogérés. En nombre de clients, je dirais que ça doit faire, je ne veux pas dire des bêtises, mais 200 clients. Très bien. Donc on peut faire la moyenne du nombre d'utilisateurs, ça fait un panier moyen. Et vous déménagez dans de nouveaux locaux ? C'est fait. D'accord. C'est fait. En fait, on commençait à devenir un peu trop petit sur les locaux qu'on avait actuellement. Et en fait, on prévoit les recrutements à venir sur 2025. Donc, on a fait le choix d'investir, d'acheter des locaux pour déjà pour que les salariés puissent être dans un confort. C'est pareil. On a parlé beaucoup de satisfaction, le client, la qualité, transparence de prix, mais nos collaborateurs, la qualité de vie au travail, le fait qu'ils puissent être dans des locaux qui donnent envie de se lever chaque matin, c'était une importance pour nous, pour attirer les meilleurs talents surtout dans le technique. C'est difficile aujourd'hui le recrutement, et donc le choix d'investir dans des bâtiments dignes de ce nom, c'était important pour nous, et ça marque le début 2025. On a commencé notre première journée dans les nouveaux locaux lundi, donc c'est vraiment là maintenant de l'actualité. Et vous pensez recruter combien de personnes cette année ? Un directeur technique qui va nous rejoindre dans les mois, et c'était important pour nous parce que c'est mon associé aujourd'hui qui est sur la partie direction technique. On a besoin, moi et mon associé, d'être plutôt sur de la relation business, partenaire. Donc ça va nous apporter énormément, surtout que c'est une personne par rapport à la marque employeur qui a décidé de venir nous rejoindre alors qu'il a 15 ans de boîte, 17 personnes sous son effigie qui étaient actionnaires de cette boîte, décide de lui-même de venir nous rejoindre pour le projet Power IT My Serenity. Donc pour nous, on sait que c'est quelque chose qui va avoir Qui vient d'où, on peut le dire ? Pas encore. Je vous en parlerai prochainement, mais par respect de sa période de préavis, je vais rester discret, mais il connaît les outils d'Ato et il est très opérationnel là-dessus. Très bien, merci beaucoup Antoine pour votre visite. C'est top, merci à vous. Bon après-midi. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Johan. Vous êtes Jean-Michel Texier, président de Convergence. Oui. On va représenter Convergence. Alors, Convergence, c'est un groupement d'intégrateurs télécom à la base. À la base, oui, je suis un ancien d'Alcatel. Alors évidemment,
le métier il est parti facilement sur la côté intégration solutions télécom. Vous avez 138 adhérents. C'est ça. Et vous représentez environ 1000 salariés pour 200 millions de chiffre d'affaires. C'est un peu plus, mais bon, c'est plus. Ça ira pour aujourd'hui. Et beaucoup plus que ça. Vous avez coutume de dire que vous êtes opérateur parce que vous êtes aussi opérateur depuis quelques années via la centrale, la centrale d'achat qui s'appelle aussi Convergence. C'est ça. Qui fait maintenant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 60 salariés. Oui. C'est encore un peu plus aussi. C'est encore un peu plus. Mais c'est pas grave, ça monte tout le temps, mais on est là pour ça. Alors on rappelle maintenant, vous êtes sur tous les métiers de l'IT. Oui. Alors pourquoi opérateur déjà? Parce que intégrateur et opérateur. Voilà. La contraction, j'en ai fait le mot opérateur. Déposé à l'INPI. Déposé. Ah, bien sûr. Quelle question? Non, alors effectivement avec des métiers des télécoms, du multimédia, du réseau informatique, la sécurité des biens des personnes avec de la cybersécurité. Et puis pour canaliser tout ça, il fallait un tuyau. Donc on est opérateur, effectivement. Donc notre propre cœur de réseau. On a le Transip, on a la mobilité, on a tous les outils de A à Z pour arroser tout notre réseau. Nous, on est plus en B2B2B en fait. Et on a des comptes nationaux parce que grâce à notre couverture, donc c'est un peu plus de 138 adhérents, effectivement. Mais c'est surtout près de 200 points de vente, parce que certains adhérents ont plusieurs agences. Donc pour des clients grands comptes multisites, évidemment pour eux, ça leur fait une proximité avec nos agences, avec un guichet unique qui gère le tout. C'est-à-dire qu'un ordre national nous consulte, on leur fait toute la stratégie, toute l'organisation, tout le développement en théorie, et en pratique, le guichet unique envoie le matériel, ou fait sortir le matériel sur place, et les prestations avec des gens locaux. Et alors, c'est ça qui prend de l'ampleur. En fait, ça fait 10 ans, je pense, que vous avez créé cette activité opérateur. Alors, non, Convergence a créé en 2001, plutôt 2001. Donc, c'est pour ça qu'on a 25 ans. Ça, c'est la partie centrale d'achat. Voilà, centrale d'achat, formation, enfin plein d'outils. En 2012, j'ai créé Convergence Business. Donc là, ce sont les marchés nationaux pour faire travailler tous nos adhérents, pour leur donner de la visibilité, de la consistance, en plus dans leur crédibilité locale. Et c'est de là que c'est parti l'activité opérateur. Alors, non, encore plus tard. En 2014, je passais à travers des agrégateurs. Et quand j'ai vu en 2018 que les agrégateurs rentraient dans mon métier, j'ai dit, mais moi je leur donne mes clients, ils sont rentrés chez moi. Donc j'ai créé l'activité opérateur chez Convergence, avec notre propre cœur de réseau Cisco, les Transip, avec tout ce qui va bien, pour faire tout de A à Z. Et là, évidemment, j'ai délaissé un peu mes amis agrégateurs, mais sont toujours des amis malgré tout, puisqu'on a tout entre nos mains. Ce qui nous permet d'aller chercher des marchés donc de A à Z, comme je le disais, le LAN et le WAN. Et donc, notre chiffre a explosé depuis ce moment-là, parce que tout notre réseau d'intégrateurs, devenu opérateur, est devenu client. Est devenu client du cœur de réseau Alcatel, de Convergence, pardon. Et l'amalgame, de temps en temps, vous voyez, j'arrive de la misère à en sortir. Ça revient, ouais. Ça revient. Et du coup, notre chiffre d'affaires a explosé avec toute cette partie opérateur et de service et de proximité. C'est ça qui fait notre force. Et partout, parce qu'on n'est pas que dans les grandes villes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me racontiez un petit peu comment évolue le business et le marché. Alors, comment s'est passé cette année 2024? Vous dites une belle progression. Oui. Mais moi, je veux du consistant. Des chiffres d'affaires encore? Ben voilà. Est-ce que vous avez progressé, mais de combien? Avec ces chiffres. Hein. Alors, la partie opérateur elle-même, 3 millions. Que l'opérateur tout court. Voilà. Après, il y a la partie Transip, il y a la partie e-commerce. J'ai créé un e-commerce, j'ai oublié de dire un e-commerce, qui vient de progresser un grand coup parce qu'on a pris des concessions comme Ascom en tant que grossiste, par exemple, pour la proximité. Parce que j'ai également créé. C'est plus récent, ça? C'est beaucoup plus récent. Mais pour 2024, justement. Ouais. Et là, on a passé à 4 millions cette année, alors qu'il y avait une activité de e-commerce qui était le casque, le petit produit de tout le monde. Et là, avec la partie grossiste, donc. Santé, avec Ascom entre autres. Là, tout le monde vient nous chercher pour des EHPAD par exemple. Hein, il y a beaucoup à faire. Et en plus, les terminaux de santé. Donc, il y a un gros trafic sur cette partie-là. D'accord. Tous les DECT. Donc, c'était une grosse action. Grosse actu pour 2024, ça. Oui, il y a eu autre chose?
L'intégration, parce qu'on a pris des marchés nationaux aussi importants. Avec qui? Avec des clients. Non, je ne vais pas trop donner les noms. Non, mais par contre, des clients multisites, par contre. Donc, alors, on a des clients déjà en place comme Etam, Bricorama, Loxam, Grand Vision, Accor, où là, c'est grâce à notre capillarité qu'ils viennent nous chercher, parce qu'ils ont toujours des gens de proximité. Et puis là, sur 2025, il y a des très beaux projets, mais tant qu'on n'a pas commencé à déployer, je ne donne pas les noms pour l'immédiat. Ah, je ne les ai pas demandés, là. Hein. Ah, là, c'est parfait. On va s'entendre. Donc... Alors... Oui, Jeanne. Bon, effectivement, l'événement marquant pour vous cette année, ça a été la disparition de Arnaud Rouzat, votre collaborateur depuis toujours, avec qui vous aviez construit le groupement. Non, que la partie opérateur. Que la partie opérateur. C'était un collaborateur hyper important parce que quand je me suis lancé à vouloir créer la partie opérateur, tout le monde me disait « t'es complètement fou, c'est pas parce que tu connais la téléphonie que tu connais les télécoms ». D'accord. Et il avait raison. Donc j'ai cherché dans le monde, dans le média de chez... Et lui, il venait de chez un opérateur. Oui, exactement. Il l'avait été lui-même. Il avait revendu son entreprise et il travaillait chez un concurrent. Et quand je lui ai proposé de tout créer avec moi, et moi j'avais un peu de moyens pour créer tout ça sur la table, on a explosé très très vite la solution, avec du Cisco, avec du Sherpak, avec plusieurs constructeurs. Et là, ça a explosé le chiffre de nous-mêmes, bien sûr, et de nos adhérents. Et malheureusement, à l'âge de 50 ans, arrêt cardiaque non prévu, il décède du jour au lendemain. Donc j'ai dû le remplacer. Il y avait beaucoup d'affect entre nous, c'était quelqu'un de fort caractère. J'ai un petit peu de caractère moi aussi, donc c'était souvent explosif. Mais quel bonheur, on a avancé très très vite en travaillant comme des fous, mais vraiment dans la passion. Et donc voilà, c'est un tournant important pour le groupement. Ouais. Et du coup, ça vous a conduit à recruter, à structurer, à staffer. Voilà. Hein, donc vous avez désormais un directeur général, oui, un directeur commercial. Alors oui. Jean-Fabrice Estrampe. Estrampe, c'est ça. Voilà, du directeur général, c'est Florian Berthaud. Exactement. La particularité, c'est que lui, c'est un garçon que j'ai pris en alternance il y a 15 ans. Et qu'aujourd'hui est DG. Chez Convergence, il y a très très peu de turnover. D'accord. On est dans l'humain, on est dans la passion. Et du coup, j'ai pas de turnover, que ce soit les collaborateurs, déjà, la preuve. 70% de nos alternants deviennent des collaborateurs. Dans les adhérents, il n'y a pas de turnover. Dans les clients, il n'y a pas de turnover. Donc, et vous en gagnez des adhérents? Vous en recrutez toujours? Oui, je suis sollicité. Par des gens venant du métier de l'informatique, puisqu'on a le fameux tuyau. Et vous les acceptez? Alors oui et non, ça dépend déjà le réseau que j'ai, les adhérents que j'ai en face, pour pas ne faire de surconcurrence. D'accord. Oui. Et ça dépend aussi peut-être du profil des... Bien sûr. Tous les adhérents de Convergence, je suis tous allé les voir un par un pour voir comment ils étaient organisés, comment c'était structuré, les collaborateurs, la structure de A à Z. Pourquoi? Puisque l'on prend des marchés nationaux. Quand je m'engage avec un donneur d'ordre national, je dois avoir la même qualité de service partout, parce que je me suis engagé partout. Alors le tout est piloté chez nous par un guichet unique que j'ai créé en 2014 et qui permet de gérer toute cette continuité. Si on fait Etam par exemple, quand on est dans la grande distribution sur des magasins, il faut de la sécurité, il faut les nacelles, il faut tout ce qui va bien, on s'occupe de tout. L'adhérent, il reçoit le matériel, il reçoit tout le plan de travail et au moins le donneur d'ordre a la même qualité de service. D'accord. Alors très vite, il nous reste 30 secondes. 2025, vous allez essayer de développer des nouveaux métiers. Oui. Vous avez parlé de mobilité et multimédia, infogérance IT quand même, et 5G privé. Exactement. Avec des partenaires comme Ericsson, entre autres, que je commence demain matin à développer tout cela. J'étais à Stockholm chez eux pour voir tout ce qu'on pouvait faire. En plus, comme par hasard, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Ericsson pour les centraux publics. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est du data center. Donc je retourne à la case départ parce que l'IoT, on a voulu en faire, on en a fait, mais ça ne prenait pas. Ouais. C'était beaucoup trop tôt, effectivement. Bonne question. Et là, ça y est. Et là, la 5G, on a des solutions qu'on n'avait pas auparavant. Alors vous dites plus IoT, vous dites 5G. 5G privé. C'est complémentaire en fait. Bon. L'IoT va utiliser la 5G privée par rapport... Moi de l'IoT j'en fais depuis 40 ans. Je tire un câble pour aller chercher l'information sur un contact sec. Voilà ce qui a changé. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous, Giant News est sur IT Partners 2025. Nous sommes avec Dan Wever. Dan, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Destiny. Nous sommes également avec Olivier Marcillot. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur général de Destiny pour la France. Dan, peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler le positionnement de Destiny? Donc Destiny, aujourd'hui, c'est un fournisseur principal européen dans tout ce qui est la communication d'entreprise sécurisée dans le cloud. On a des clients dans plus ou moins 80 pays avec plus ou moins 4 millions plus d'utilisateurs et surtout sur, je veux dire, l'Europe et aux États-Unis. Sur le marché, est-ce que vous êtes l'un des acteurs les plus en vue, je dirais, en termes de communication unifiée, par exemple? Oui, dans le marché, surtout en Europe, on peut presque dire qu'on est le numéro 1. Je pense on peut dire qu'on est le plus grand, on a le plus grand taille au niveau tout ce qui est communication unifiée, mais aussi avec la convergence mobile qui est clé pour nous dans notre offre. Donc on est un des leaders global dans tout ce qui est communication unifiée au niveau fixe mobile, mais aussi tout ce qui est Teams, intégration Teams, etc. On est aujourd'hui un global leader. On est quelques années après la fin, ce que j'ai envie d'appeler la fin du Covid, on n'y est pas encore, mais presque. On sait que les usages ont beaucoup changé. Quel impact le Covid, justement, a-t-il eu sur les produits, les solutions proposées par les revendeurs à leurs clients? Je pense que l'impact c'était assez grand parce que on était forcé d'aller dans une manière de travail hybride où les gens étaient à la maison. D'abord au niveau technologie on n'était pas adapté, au niveau sécurité, au niveau connectivité. Je pense aujourd'hui qu'on voit encore beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises se battent encore comment on peut organiser. On sait que tout ce qui est hybride ça va rester. Donc il était un impact fort. Un impact fort ça veut dire les clients, ils avaient besoin, je veux dire, des solutions plutôt cloud pour être partout disponibles, mais aussi au niveau sécurité. Et on voit aussi une accélération digitale dans la PME. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, pas juste en France, mais on voit ça partout en Europe. Ouais. Également en Europe. Peut-être une autre question sur le marché, parce que vous avez quand même une vision européenne. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui les utilisateurs français des utilisateurs, disons, dans les pays où vous êtes, que ce soit la Belgique ou par exemple le nord de l'Europe, en matière de maturité sur les communications unifiées? Oui, au niveau maturité, je pense que c'est surtout au niveau tout ce qui est convergence mobile. Et donc, quand on passe, je vais dire, direction le nord, là, je peux te dire aujourd'hui, 90% des sociétés, ou peut-être plus, ils ont une convergence complète. Le UCaaS, tout ce qu'on vend, ça c'est devenu un commodity. Voilà. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Et voilà. Et ici, on voit ça en France, mais aussi on voit ça dans différents pays. La convergence, ça doit encore démarrer en France. Donc ça, c'est une opportunité pour les vendeurs, les distributeurs, pour tout le monde, parce que la convergence va arriver. La raison pourquoi on a eu beaucoup de succès dans le Nord, c'est surtout aussi les incumbents, les telcos qui ouvrent le réseau et qui acceptent qu'on peut faire, je veux dire, le routing avec une intelligence, le routage dans les réseaux. Et ça, c'est la plus grande différence qu'on voit au niveau le nord de l'Europe. Olivier, en France, comment est-ce que vous accompagnez vos revendeurs? Comment est-ce que vous leur permettez de coller à cette évolution d'usage que Dan a mentionné juste avant? Alors nous en France, notre rôle c'est de mettre sur le marché les solutions qu'on développe au niveau du groupe et un certain nombre de produits de télécommunications qui sont des produits qu'on fabrique pour le marché français. Et de plus en plus on va accompagner nos distributeurs en raisonnant par canal de distribution. Vous savez qu'en France on a un modèle de marque blanche qui est assez important, qui est très développé, qui fonctionne bien. Et là on va avoir une offre qui est une offre assez large, assez complète, avec la possibilité vraiment de choisir dans un portefeuille assez large de produits et services, et nos revendeurs en marque blanche vont vouloir composer eux-mêmes les services qu'ils vont distribuer à leurs clients finaux aux entreprises. Et puis on a d'autres canaux qui se développent et sur lesquels on croit beaucoup, qui sont des canaux de distribution plus sous forme du modèle d'agent. Et on pense que nos produits de demain
Qu'est-ce que vous entendez, pardon, Olivier, par agent? Donc, ce sont des distributeurs qui vont vendre les produits sous notre marque. Donc, ce sont des clients Destiny. Donc, on a des distributeurs qui vont revendre nos produits, qui vont percevoir une commission en échange. Mais là, à l'inverse de la marque blanche, on va vendre sous la marque Destiny. Et ce modèle de distribution est assez intéressant parce qu'il est adapté de plus en plus à ces produits de nouvelle génération, autour du logiciel, autour de l'usage, autour du mobile. Qui vont prendre le pas de plus en plus pour accompagner ces usages dont on a parlé et le mode de fonctionnement en mode hybride. À quel point aujourd'hui vous avez modifié les offres proposées à vos revendeurs pour leur permettre justement de coller vraiment aux usages? Vous avez parlé d'agents, donc c'est-à-dire que c'est un statut différent. Maintenant l'offre elle-même, vous l'avez dit, on est dans une ère de servicisation. On va beaucoup plus loin avec les MSP et compagnie. Comment est-ce que vous leur permettez de prendre ce virage? Avec quelles offres vous leur permettez de prendre ce virage? Alors, de plus en plus, on va avoir une approche en termes d'offres et de produits qui va être dédiée à chacun de ces canaux de distribution. Et ça, c'est important. Et on voit que sur les besoins de nos clients finaux, qui sont des petites entreprises, des TPE et des PME, nos revendeurs vont chercher des offres de plus en plus packagées. Faciles à vendre, faciles à installer, et facile à expliquer à leurs clients finaux qui sont des petites entreprises qui n'ont pas une maturité technique ou technologique très forte. Et donc de plus en plus, on va aller vers des offres où nous, on aura fait le travail de simplification. La complexité technique sera de notre côté et elle sera facile à pousser. Et notamment, avec ces offres plus faciles à vendre, ils vont pouvoir pousser ces entreprises à aller vers les usages de demain, autour de l'utilisation du mobile, autour de la convergence fixe-mobile, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est assez peu développée en France aujourd'hui. On est à peu près 10% des entreprises en France, contrairement à des marchés nordiques beaucoup plus avancés, qui ont opté pour la convergence fixe-mobile. On pense qu'en simplifiant nos produits, en les packageant quelque part et en les rendant plus faciles à vendre, on peut développer les usages auprès des entreprises finales. Donc c'est comme ça, de plus en plus, qu'on va penser la façon dont on conçoit nos offres. Est-ce que vous allez faire également un effort de formation supplémentaire pour permettre justement aux revendeurs qui ne sont pas forcément à la page, alors une certaine partie d'entre eux le sont, c'est sûr, mais pour ceux qui sont le moins à la page, comment est-ce que vous allez les aider justement à franchir ce pas et être plus à l'aise avec ce type d'offre? Nos revendeurs, nos partenaires, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est effectivement l'accès à un certain nombre de produits et services via une plateforme. Mais ils viennent chercher aussi de l'accompagnement. Et nos confrères qui font le même métier que nous ont la même problématique. On doit apporter une valeur ajoutée à nos revendeurs. Cette valeur ajoutée, elle peut être dans l'accompagnement technique, via notamment un accompagnement en avant-vente, les aider à aller, pousser les offres à leurs clients et gagner des affaires. Ça va être dans l'accompagnement en termes de formation. Donc formation produit, formation service, formation sur les technologies. On peut aussi faire du co-investissement en marketing avec eux. Finalement, travailler notre accès au marché en investissant de façon collaborative avec eux. On peut leur apporter du support, la compétence technique en termes de support pour leurs clients finaux. Donc vous voyez toute cette valeur ajoutée, qu'elle soit commerciale, fonctionnelle ou technique, c'est ça qui va nous permettre de nous différencier et c'est ça qui va les aider, eux, à développer leur activité. Une dernière question pour Olivier et Dan, si vous voulez compléter. Est-ce que vous comptez faire évoluer votre positionnement géographique ou est-ce qu'aujourd'hui correspond vraiment aux besoins qui sont les vôtres et aux besoins de vos revendeurs? Alors, notre activité, elle a évolué sur les dernières années. Elle a suivi les tendances du marché télécom. Il y a des produits qui maintenant arrivent à maturité, voire qui sont en déclin. Et puis on a des nouveaux produits qui se développent. Et donc on a dû adapter effectivement notre organisation commerciale pour aller chercher plus de proximité. On a mis en place depuis le 1er janvier une organisation commerciale décentralisée avec des responsables des ventes dans chacune des régions en France. Le but étant qu'on soit à moins de 2 heures de chacun de nos distributeurs. Que chacun de mes commerciaux, chacun de mes responsables des ventes indirectes puisse en moins de 2 heures de trajet être aux côtés d'un partenaire pour l'aider sur une affaire, pour faire le point sur l'activité commerciale avec eux. Donc, et en particulier sur notre segment de marché qui est les petites entreprises, TPE, PME, on croit beaucoup à cette logique de proximité
qui est un vrai élément de différenciation par rapport à d'autres fournisseurs. Toute dernière question et précision sur cette question pour vous. Dan, est-ce que le maillage européen, votre positionnement européen aujourd'hui, est-ce qu'il a lui aussi vocation à évoluer, ou est-ce que, si je reprends les termes d'Olivier, aujourd'hui vous avez la proximité que vous souhaitez avec les revendeurs? Je pense que la proximité, ça reste super important. À la fin, ce qu'on voit, un utilisateur de nos technologies qui est basé à Stockholm ou qui est basé, je veux dire, à Paris, ici à Paris, à la fin, il n'y a pas de grandes différences. Donc au niveau techno, ça on voit aussi, tu vois beaucoup de nouveaux startups dans l'innovation, dans tout ce qui est l'intégration, AI, intelligence artificielle. Mais c'est un use case et ça on voit, les besoins, ils sont les mêmes. Mais nous on est convaincus, le fait que vous avez la proximité avec les partenaires, avec les clients, c'est clé parce que c'est là où on comprend le marché, c'est là où on peut innover. Et c'est pas juste être dans, je veux dire, quelque part dans la montagne ou whatever et voir et voilà. Donc ça ce qu'on fait. Nous, le but c'est d'innover et d'emporter les innovations qui sont utilisées et pas juste des innovations qui sont là. On veut vraiment faire l'impact pour les gens qui travaillent avec nos technologies. Voilà un message clair à destination des revendeurs. Merci messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour, toujours en direct d'IT Partner 2025. J'accueille désormais Hugues Mertens, dirigeant de Bot IT. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un MSP. C'est exact. Vous exercez depuis une dizaine d'années? Oui, nous fêtons, à Bot IT fête ses 10 ans cette année, février, donc exactement 10 ans. Et vous êtes donc un MSP sympa. On essaie de l'être. Parce que vous venez de Belgique, vous êtes bruxellois. Ouais, on va dire bruxellois. Pas tout à fait, vu d'ici, on est bruxellois. D'accord. Et alors effectivement, vous êtes spécialisé sur une clientèle particulière, les clients qui ont des données à protéger et qui ont conscience de la valeur de celles-ci. Exactement. Il y a des clients qui n'ont pas de données à protéger? Non, ils ont tous des données à protéger, mais ils ne sont pas tous conscients de la valeur de ces données. Et donc nous, on a décidé de mettre en avant les clients qui étaient conscientisés. Donc le rôle de conscientisation, on le laisse à d'autres. À d'autres parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Vous n'avez pas le temps? Non. Alors vous êtes sur les outils Microsoft, avec une expertise en cybersécurité. Et vous venez de passer le cap des 1 million d'euros. Oui. Avec 6 personnes. Effectivement, c'est une croissance de l'ordre de 20%, c'est ça? Voilà, vous allez continuer à ce rythme en 2025? On espère accélérer encore. Accélérer? Ouais. Voilà, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez accélérer? La vague NIS 2, la vague DORA, la partie compliance qui prend de plus en plus d'importance dans notre activité. Je pense que la partie cyber ne va pas s'arrêter demain. Et donc, on va avoir, c'est évident, de plus en plus de travail. Alors, vous avez fait beaucoup d'inbound. Alors, je ne sais pas en français comment on dit, de la pub. Non, c'est plus... donc, l'idée, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur le temps à perdre. En fait, l'idée, c'est que l'objectif de la stratégie, c'est que les prospects se fassent une opinion de nous eux-mêmes et qu'ils nous appellent une fois qu'ils sont convaincus de vouloir travailler avec nous. D'accord. Et donc, plutôt que de faire de l'outbound, donc essayer d'aller chercher du prospect et de le réchauffer, on veut qu'il se réchauffe tout seul et il nous appelle une fois qu'il est bien chaud. D'accord. Et pour ça, vous faites des événements et des réseaux sociaux? Oui, c'est les deux leviers principaux. Donc, alors l'événement, vous allez sur des événements B2B comme ici. Comme ici. Exactement. Et des événements organisés par des cercles d'affaires. D'accord. Ou alors aussi, ça va être quelque chose qu'on va tenter en 2025, c'est d'organiser nos propres événements en fait.
et donc de faire venir avec des partenaires nos prospects. Très bien. Là, vous allez perdre du temps pour le coup. Non, je pense pas. Enfin, vous allez en tout cas y mettre du temps. Oui, exactement. Exactement, mais on essaie de le faire intelligemment. Et donc on a autour de nous des partenaires où on a les mêmes clients. Et donc en assemblant nos réseaux, en organisant un événement qui adresse nos réseaux respectifs. Quand vous dites les mêmes clients que... C'est très simple. Je vous donne un exemple. Je vous parlais de Gianni, d'Hightech Care. Gianni fait du leasing de matériel reconditionné. Nous ne faisons pas de matériel. Nos clients ont besoin de machines. Nos clients sont les mêmes. Et donc, respectivement, nos réseaux s'additionnent. Avec d'autres prestataires de services et de solutions IT. Oui, un autre partenaire, par exemple, ça pourrait être... c'est une société qui fait du pentest, donc des hackers éthiques. Ouais. Et donc, tout cet écosystème, on s'assemble et ensemble, on a une offre... Vous connaissez comment avec cet écosystème? Eh bien, via le réseautage. Je me permets de montrer le Cyber Made in Belgium, l'Agoria, qui justement rassemble les acteurs, nous permettent de nous connaître déjà et de réseauter. L'équivalent de cybermalveillance? Non, pas tout à fait. C'est la fédération des entreprises technologiques avec le pôle cyber. D'accord. Et qui nous permettent de nous connaître en fait déjà. C'est déjà le point de départ. Donc des événements physiques on a dit, et puis beaucoup de online. Alors vous communiquez comment sur les réseaux sociaux? Alors nous, on croit beaucoup dans la valeur de LinkedIn, de la vidéo. D'ailleurs, la preuve, vous êtes là, on est là aujourd'hui. Et donc le pouvoir de LinkedIn n'est vraiment pas à sous-estimer pour toute entreprise en fait. D'accord. C'est un budget important pour vous? En fait, le budget, c'est le temps. C'est ça aussi l'avantage de LinkedIn, par exemple, c'est que techniquement, ça ne coûte rien. On a tous un téléphone et voilà, c'est le temps. Très bien. Alors, vous avez mis à plat vos offres en 2024. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? On s'est rendu compte que nos offres étaient trop figées et ne s'adaptaient pas, n'étaient pas, alors désolé pour l'anglicisme, scalable. Ne s'adaptait pas facilement vers la hausse quand il y a beaucoup de postes. Vous le voulez en français? Oui, allez-y. Mise à l'échelle. Ah voilà, mise à l'échelle. En Belgique, on est baigné dans un environnement multilingue et donc parfois on a un peu du mal, mais merci. Oui, voilà, donc nos offres ne se mettaient pas facilement à l'échelle. Et on a retravaillé l'ensemble. Oui, parce que vous avez une clientèle qui monte en gamme en fait, avec des comptes de plus en plus, au-dessus de 80 utilisateurs. On essaye d'adresser ce type de clientèle. Pourquoi vous êtes parti, j'imagine, au départ sur des petites entreprises et vous essayez de monter en gamme? On est un peu poussé finalement par le marché parce que des sociétés, des structures qui ont des besoins importants justement en termes de gouvernance, ce sont souvent des plus grosses structures. Et c'est vrai qu'en Belgique vous êtes un peu plus en avance sur la gouvernance? Je pense, je sais pas, je connais pas très bien le marché français, je peux pas vraiment juger, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en retard. C'est un sujet, voilà. C'est un sujet pour vous en tout cas. Oui. Voilà, très bien. Alors le temps nous est un peu compté, donc je me dépêche. Vous intéressez à l'intelligence artificielle ou pas? Oui, beaucoup. Donc ça c'est un autre constat qu'on a fait dans nos clients, c'est qu'il y a une demande énorme en termes de formation. Formation et donc de l'utilisation des nouveaux outils, évidemment sécurisés dans leur quotidien. Et donc oui, l'IA est un sujet pour nous. Décarbonation de l'économie aussi. On a parlé de Gianni. Essayer de économie circulaire, beaucoup. L'économie circulaire et de mettre en avant l'efficacité à tous les niveaux. Et vous pensez vous aussi doubler cette année? Pourquoi pas hein? Donc 2 millions d'euros, ça serait votre objectif optimiste. Vous pensez vous allez pouvoir le faire? Ouais. Et vous allez automatiser pour ça les processus encore un peu plus? Oui, un gros travail d'automatisation. Avec quoi? Vous avez des choses en tête? Oui, avec le stack technique fourni par BMSP, donc IT Glue, DatoRMM, Autotask. D'accord. Et l'intégration des fournisseurs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Hugues. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
Bonjour, nous sommes en direct sur le stand Channel News de IT Partner 2025. Je suis en compagnie de Nicolas Millet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Responsable des partenariats stratégiques et responsable de l'activité cyber de Sigma Informatique. Merci. Alors, Sigma Informatique, c'est une ESN nantaise à la base. Oui. 700 collaborateurs, 70 millions de chiffre d'affaires. Vous avez toutes les grandes activités de l'IT, édition, intégration, data cloud, cybersécurité. Alors on va essayer de se concentrer. Vous avez une grande expertise aussi sur l'économie circulaire et vous êtes une entreprise à mission. Oui. C'est ça. C'est assez récent ça. Alors c'est effectivement l'origine effectivement et notre implication sur la RSE notamment, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises est ancienne. C'est très ancien, c'est ancré dans l'ADN et les valeurs du groupe. C'est une volonté de Philippe Oléron, notre président, d'aller plus loin. Et donc la consécration, c'est effectivement en 2024, nous sommes devenus entreprise à mission. Et donc on prône, et en tout cas dans nos valeurs sont inscrites l'usage un peu plus raisonné du numérique. Et on essaye effectivement de le mettre dans toutes les composantes du groupe, dans toutes nos activités. Voilà, vous déclinez en fait cette mission dans tous vos services. Alors, première déclinaison, le label numérique responsable, niveau 2, que vous venez d'avoir, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc au-delà de cette démarche et d'être entreprise à mission, on a voulu effectivement labelliser le groupe. Et donc ce label vient récompenser nos efforts, à titre d'exemple, l'éco-conception que l'on met en place dans nos outils et dans l'édition logicielle que l'on prône. C'est aussi toutes les démarches de GreenOps et FinOps qu'on opère dans nos services managés et autour de nos data centers et des infrastructures de nos clients. Et puis au titre de la cybersécurité que je représente, c'est aussi tout l'impact sociétal qu'on essaye d'avoir dans nos activités, dans la formation, l'entreprise apprenante et ce qu'on défend auprès de nos clients. C'est une démarche qui reste, on est encore à l'étape de prise de conscience pour la plupart de nos clients, oui. Mais ça fait mouche, ça commence à prendre. Il y a aussi la réglementation avec l'intégration justement des dépenses IT dans l'ESG des entreprises, avec notamment la réglementation CSRD qui va rentrer en ligne de compte et pour lequel on a développé nos propres solutions. Alors peut-être le dire tout de suite, oui. Quelle solution vous avez développée ? Alors sur 2025, on lance l'offre Lixa CSRD qui est une plateforme qui va permettre justement d'évaluer et de mesurer pour nos clients l'impact et donc de mesurer et de mettre en place le plan d'action durable pour mesurer l'impact du numérique et améliorer leurs actions. Donc les clients qui ont un existant pourront mesurer leur existant et quand vous leur vendrez un service, ils auront tout de suite un impact mesurable voilà. du service qu'ils vont souscrire. C'est ça, donc on va de l'accompagnement, alors l'évangélisation sur ce qui se fait, les bonnes pratiques, etc., la mise en place de la plateforme et on va dire la création d'un plan d'action plutôt long terme dans lequel ils vont pouvoir s'implanter et en tout cas incrémenter leur développement. Et donc ça c'est important et c'est effectivement un des symboles de ce tournant fort qui est le passage de l'entreprise à mission pour le groupe Sigma. Très bien. Alors ce qui m'intéresse dans cette émission c'est de sonder un peu le marché, la dynamique du marché. Quelle a été la dynamique de la croissance de l'entreprise en 2024 ? Alors le groupe Sigma accompagne depuis 50 ans, puisqu'on a fêté nos 50 ans il y a 2 ans, les entreprises on va dire de la PME, on va dire aux belles ETI, donc notre cœur de cible c'est le 200-2500 collaborateurs. Ça nous permet à travers nos différentes activités que vous avez citées de toucher tous les types de secteurs, tout type de secteur d'activité et tout type de problématiques. Donc en fonction des activités, elles connaissent une croissance plutôt différente. Aujourd'hui, effectivement, les priorités que sont le cloud, la data et la cybersécurité portent grandement le développement. C'est plus d'une centaine de recrutements si on doit parler au titre de 2024 et donc de la croissance de chiffre d'affaires dans ce domaine-là. Un autre chiffre qu'on peut donner, c'est 50 nouveaux clients logos nous ont rejoints en 2024 sur ces thématiques-là, mais plus largement aussi sur la supply chain, les ressources humaines qui restent, on le voit sur le salon IT Partners, des problématiques encore dans on va dire, le développement et la modernisation des entreprises. On a la chance aussi d'avoir des clients qui sont très fidèles depuis de nombreuses années et sur lesquels on est engagé dans des plans stratégiques pluriannuels de transformation
ce qui nous permet d'avoir de la visibilité sur le business. Donc voilà, visibilité aujourd'hui et jusqu'à 3 ans d'avoir des plans de transformation globaux. Et puis parce que je suis responsable des partenaires, je vais aussi pouvoir citer aussi la traction dont on bénéficie avec les partenaires technologiques, qu'on peut citer Microsoft, IBM et autres acteurs qui justement à travers l'intelligence artificielle, à travers l'explosion de la data, nous apportent aussi une croissance et les technologies nécessaires pour accompagner ces usages chez nos clients. D'accord. Donc je ne connaîtrai pas votre croissance 2024. Non, ça vous attendrez la publication au mois d'avril. D'accord. Bon. 2025, vous avez déjà une idée comment vous ressentez le marché finalement? C'est ça la question. C'est est-ce que le marché, vous avez vous aussi ressenti le ralentissement de l'économie, ou est-ce que finalement l'IT, en tout cas vos activités IT ont échappé au marasme? Alors, comme je le disais, on touche tout type de structure et tout type de secteur. On va pas se cacher, il y a des secteurs d'activité, on le sait, le retail est particulièrement marqué et dans un modèle, on va dire, de performance qui est altéré. Donc les dépenses sont plutôt restreintes et sont revenues back to basic, on va dire. Donc aujourd'hui, on porte vis-à-vis d'eux l'hybridation du cloud et la cybersécurité. Ça reste des enjeux forts pour le retail, mais on va rester sur ce cœur IT là. D'autres secteurs, par contre, sont beaucoup plus florissants. Tout ce qui est services, l'industrie, avec tous les impacts de l'exploitation de la data et de l'intelligence artificielle, vont clairement porter ces enjeux-là. La supply chain aussi reste un enjeu fort de développement, avec tout ce qui est l'entrepôt 4.0, l'IoT et tout ce qu'on peut faire sur justement l'optimisation des flux logistiques. Donc j'ai envie de vous dire que l'industrie, les services et ce qui reste le legacy banque assurance mutuelle draine effectivement beaucoup plus la croissance que nos secteurs comme le retail qui était stratégique pour nous. On a d'autres positionnements. Le groupe Sigma a développé depuis un certain nombre d'années des verticaux sur le logement social par exemple ou le secteur public. Là aussi, la souveraineté vont porter des enjeux dans les choix IT d'infogérance ou de service managé. Au titre de la cybersécurité aussi, le fait de prendre des solutions souveraines françaises ou à minima européennes vont aussi porter des développements, notamment sur ces secteurs-là. Donc c'est important. Quand vous parlez développement, vous parlez de votre activité d'édition ? Alors, de vertical, des verticaux métiers, puisque typiquement sur le logement social, on est éditeur d'une solution qui s'appelle Diaginfo, qui fait du diagnostic énergétique, qui est au cœur des problématiques à ce niveau-là. Souvent, et c'est méconnu, le groupe Sigma va adresser plus de 50% des demandes de logement social en France. Donc ça passe par des plateformes qui sont éditées par Sigma. Voilà, donc typiquement, c'est des choses qui vont aussi drainer cette croissance. Donc effectivement, on espère toujours une croissance à 2 chiffres pour 2025 sur nos activités. Alors, charte fournisseur responsable, ça c'est 2024 ? C'est 2024, oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors concrètement, c'est comme on le disait, entreprise à mission, c'est mettre en tout cas un certain nombre de contraintes et intégrer l'usage du numérique responsable dans nos choix de fournisseurs. Donc ça veut dire que par rapport à nos partenaires stratégiques et par rapport à nos fournisseurs, ils acceptent de travailler avec une certaine transparence dans leurs choix économiques, dans leurs choix environnementaux. Et donc en étant entreprise à mission, on se doit justement de mettre un certain nombre de contraintes. On pourrait parler du label numérique responsable, de cette charte-là. On a aussi EcoVadis par exemple qui vient évaluer la performance des fournisseurs. Ça fait partie des choix forts que nous on fait au niveau du groupe dans le choix de nos parties prenantes. Est-ce que ça signifie que vous avez revu les partenaires stratégiques avec lesquels vous travaillez ? Alors, on en a revu pour certains. Donc moi, mon travail, ça a été effectivement de les questionner sur ces sujets-là, de les évaluer. Et en tout cas, pour ceux qui sont le moins intégrés à cette démarche-là, c'est aller les challenger, aller leur faire prendre conscience que ça devient une problématique. Mais on pourrait parler des acteurs américains dont je vous ai cité tout à l'heure. Pour beaucoup, eux ont déjà pris ce virage-là. On parlait du Green Ops. Beaucoup ont déjà évalué et en plus d'avoir une facture économique, ils nous donnent une facture écologique. Et c'est pas les plus en retard sur ces problématiques, en tout cas environnementaux et problématiques environnementales et sociétales. Et vous êtes à l'origine d'une charte cybersécurité ? Oui, alors dans nos choix forts, et c'est ce que je porte sur la cybersécurité, en fait, d'un point de vue environnemental et économique, au-delà de la pérennité des entreprises et des organisations qu'on essaye de défendre avec des projets pour améliorer leur résilience,
il nous est apparu aussi qu'on pouvait contribuer à une société plus sûre. Et donc au niveau régional, en tout cas à minima des Pays de la Loire, on a signé cette charte justement cybersécurité. Vous n'en êtes pas à l'origine. Alors non, on fait partie d'un consortium et donc d'un ensemble d'acteurs. Pays de la Loire. Et donc l'objectif c'est d'être plus largement en visibilité aussi avec l'ANSSI et ces réseaux-là, de promouvoir des sociétés et l'usage du numérique plus sûr. Donc ça passe par de la sensibilisation, ça passe par du mécénat, de l'intervention dans les écoles et contribuer au développement des compétences en termes de cybersécurité sur l'ensemble du territoire. Vous le savez, c'est un de nos enjeux, c'est de trouver les bonnes compétences, de les former et d'accompagner ce développement informatique et numérique. Très bien. Alors voilà, dans vos objectifs, vos chantiers prioritaires 2025, vous allez continuer à aligner vos offres avec vos convictions donc numériques responsables. Oui. Tout en se pliant aux enjeux de la transformation de vos clients. Ça va être quoi donc la priorité cette année? Alors typiquement 2025 c'est le lancement, alors on dit aligner ça, on va faire un parcours du numérique responsable. Donc ça veut dire que tous les clients qui feront le choix de Sigma pourront bénéficier de ce parcours. Donc ce parcours, c'est par exemple jouer la fresque du numérique au comité de direction ou au comité exécutif de nos clients. C'est intégrer la démarche GreenOps, on en parlait dans leur choix stratégique. C'est peut-être revoir leur choix dans la supply chain quand on fait appel à tel ou tel transport, comment on peut optimiser les transports. C'est intégrer la comptabilité triple capital. Donc vous savez, on est éditeur d'une solution finance, compta et ERP. Donc c'est comment on peut intégrer nativement cette comptabilité triple capital. Voilà, c'est des exemples très concrets de comment ce numérique responsable va, on va dire, influer la totalité de nos offres et on va énormément évangéliser nos clients sur cette thématique-là. Après, je l'ai dit tout à l'heure, cloud, l'hybridation du cloud, la sécurité et l'usage de la data restent les trois vecteurs technologiques qui vont drainer plus que jamais la croissance et les enjeux de transformation de nos clients. On accompagne les ETI, certaines ont des business models à revoir, et donc c'est comment l'IT se met au service de cette maîtrise et de la transformation de ces modèles économiques. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci de votre invitation et bon salon. Pareillement. Bonjour, nous sommes sur le stand Channel News en direct d'IT Partner 2025 et nous accueillons Thomas Bress et Frédéric Navarro, cofondateurs de BMSP. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes un VAD expert dans l'accompagnement et les solutions pour les MSP. Vous avez créé une communauté de MSP que vous animez et que vous faites grandir. Absolument, ça fait une dizaine d'années. Alors au début c'était le bâton de pèlerin pour évangéliser le marché. Et aujourd'hui on compte pas loin de 500 partenaires qu'on essaye d'animer pour les faire grossir et les accompagner dans leur transformation. Alors vous êtes sur le triptyque Autodesk, Datto, IT Glue. Je ne sais pas si on peut le résumer comme ça. Oui, c'est tout prestataire informatique a besoin de gérer les parcs de ses clients, suivre les demandes que leur font les clients et puis quelque part stocker toute la connaissance technique qu'il a sur ses clients. Et donc c'est les trois piliers, on appelle ça les trois piliers du MSP ou le triptyque. Mais autour de ça, après, un MSP va pouvoir greffer tout un écosystème de solutions sur tout un tas de thématiques, que ce soit de sauvegarde, de cyber ou d'autres sujets. Alors, on va revenir effectivement sur l'actualité MSP. Quand vous parlez de données, on pense tout de suite à intelligence artificielle. Mais peut-être d'abord dire que vous êtes sur une croissance de 30% par an, toujours. Oui. Ça s'accélère ou c'est stable ? Quand on a démarré, on était sur 100% de croissance et puis plus on a grossi, plus on s'est mais en stabilisé. valeur absolue, ça augmente toujours. Ouais, et en fait, on sent que c'est un marché où il y a beaucoup de parts de marché encore à prendre par rapport à des marchés anglo-saxons qui sont beaucoup plus matures. Les facteurs clés de succès pour nous, ça a été vraiment de transmettre beaucoup de savoir-faire sur la transformation
et aussi le développement de nouveaux services et de comment se différencier par rapport à la concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une stratégie d'acquisition continue et aussi faire grandir nos partenaires actuels au travers de ce qu'on va développer comme contenu, mais aussi au travers de la communauté qui est un axe fort de développement, parce que notre postulat de base, c'est en réunissant les partenaires entre eux avec les bonnes pratiques du marché qu'on va faire mûrir le marché qui a, je dirais, une dette par rapport à des marchés américains un peu plus en avance. Alors effectivement, hein, vos partenaires grossissent, c'est ce que j'ai constaté, on en a reçu plusieurs hier et aujourd'hui. Ils étaient au départ petites entreprises, ciblant eux-mêmes des petites entreprises, et puis de plus en plus on voit qu'ils s'adressent à des comptes plus importants. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année 2024 sur ce plan-là, du point de vue du business ? Je dirais qu'on sent, je ne vais pas dire un ralentissement, mais en tout cas peut-être une consolidation. Les gens sont peut-être un peu plus prudents dans leurs investissements. On sent que la situation économique se tend quand même, mais il y a toujours besoin de développer des nouveaux services. Les enjeux de cyber n'ont jamais été aussi forts et nos partenaires continuent à grossir et nous aussi. Et on voit aussi une tendance de fusion-acquisition qui est très... Ça y est, ça a commencé ? Très mûr aux États-Unis. On a eu l'occasion d'aller dans la grosse conférence MSP KCIA en octobre dernier, où ils ont dédié une journée à la fusion-acquisition, bonnes pratiques de valorisation, aux acteurs qui étaient disponibles pour justement accompagner les MSP à faire des build-up, à avoir un master MSP, puis après construire autour de ça. Et on commence à avoir cette tendance-là arriver en France. On a pu échanger avec des partenaires qui sont vraiment à la recherche de croissance externe pour se consolider et aussi valoriser leur société dans la durée. Ouais. Le marché français est prêt pour la consolidation ? C'est une grosse tendance. On est régulièrement sollicité pour est-ce que vous ne connaîtriez pas des MSP à vendre ? Alors, si vous avez un MSP à vendre, dites-le nous, on vous trouvera des acheteurs. Mais parce qu'il y a des acheteurs. Il y a déjà eu des opérations ? Il y a régulièrement des opérations. On peut en citer ? Ça ne vient pas, viennent récemment, mais régulièrement dans notre portefeuille, on a des sociétés qui se rachètent entre elles ou qui sont rachetées par d'autres en extérieur, donc c'est assez courant quand même. Dans nos partenaires, il y a Kadir qui a fait une acquisition sur la partie télécom, quand même Infinic aussi, qui a voulu se positionner en région, un acteur dans la région parisienne, pour aller sur des métiers aussi connexes et pouvoir, faire grossir leur portefeuille client et faire de la vente additionnelle. Très bien. Donc pas forcément sur uniquement de l'aspect MSP. Non, c'est clair que leur postulat de base, c'est de se dire on a une clientèle commune, mais avec des métiers complémentaires, et de pouvoir faire du cross-selling beaucoup plus facilement si on a un lien capitalistique avec ces sociétés. Alors, parmi les événements marquants de l'année 2024, vous signalez la nouvelle identité, la création d'un nouveau logo, le lancement d'une offre d'accompagnement as a service pour les MSP. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de MSP, des fois, mettaient des choses en place et puis après, ils sont un peu rattrapés par leur quotidien et ils arrêtent un peu de progresser. On s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait les aider. Et en fait, du coup, on a imaginé une offre où on peut les accompagner avec des points réguliers dans la durée. Ça peut être sur tout type de sujets. Ça peut être des sujets techniques, commerciaux, même marketing. C'est du check-up, enfin, on va dire. Ouais, c'est du pilotage. C'est comment on peut définir des plans d'action et les mettre L'idée, c'est de les maintenir en mouvement et en amélioration. Très bien. Et puis, l'autre grosse actu, ça a été le lancement de l'offre KCIA 365. Donc, c'est un package avec toute l'offre, mais à un prix canon, quoi. C'est un peu ça. En fait, on est arrivé à une situation où aujourd'hui les MSP ont besoin d'une multitude d'outils pour opérer. Ça peut être entre 15 et 20 solutions, donc il y a déjà une complexité à réduire, d'avoir moins de solutions, qu'elles soient plus intégrées. Et après, il y a le côté financier aussi, où effectivement, toute cette accumulation de coûts pouvait finir par coûter cher. Donc c'est vraiment la philosophie derrière KCIA 365, c'est un package full intégré avec toutes les couches dont peut avoir un besoin MSP à un prix qui soit extrêmement compétitif. Alors vous-même, vous avez développé une intégration entre le PSA d'Autotask et une solution de gestion PennyLane qui permet... Alors PennyLane, c'est un outil de gestion, facturation, compta. C'est une belle start-up française. C'est peut-être même
une licorne maintenant, et c'est vrai qu'avec les D'accord. sujets de facturation électronique qui arrivent, Ouais. on se devait d'accompagner nos partenaires sur ces sujets-là. D'accord. Et donc du coup, en développant ce connecteur, on apporte une belle réponse pour le marché français. Un marché en devenir, donc. De plus en plus de demandes, oui, parce que les MSP ils ont une grosse problématique de simplifier tout leur flux de facturation, automatiser, surtout avec tous les sujets de facturation cloud récurrente. C'est une chose qui peut être très chronophage. Et donc on essaye de fournir des solutions, on va dire un peu de bout en bout, pour optimiser au maximum tous ces flux de facturation et financement. Alors on en vient justement sur l'automatisation à l'idée d'intelligence artificielle. C'est un levier d'efficacité pour les services IT. Alors qu'est-ce que vous avez en stock vous avez des choses? Alors tous les éditeurs vont dessus, après de différentes façons, mais on va surtout identifier des leviers, par exemple pour un peu aider les techniciens sur de la qualification, de l'affectation, peut-être rédiger des réponses, avoir des premiers niveaux de réponses plus automatisés. Donc c'est un peu toutes les tâches un peu ingrates ou chronophages qu'un MSP peut opérer. On va avoir des gros leviers de gains là-dessus. Ouais. Ça bouge très vite. Oui, donc ça, ce sont des outils qui sont fournis par les éditeurs. Alors ça peut être soit prendre la forme de l'éditeur lui-même peut intégrer l'IA directement dans son outil. Oui. C'est en train d'arriver sur Autotask par exemple. Et puis après il y a aussi des éditeurs tiers qui viennent rajouter des couches d'IA interconnectées. Okay. Oui, parce que les données que génèrent et qu'utilisent les MSP sont pertinentes aussi pour faire tourner des IA. Absolument, oui. Il y a des solutions aujourd'hui sur le marché. Elles vont être capables d'aller quelque part analyser toutes les interactions qu'un MSP a pu avoir, les solutions qu'il a pu apporter, et utiliser ça comme matière pour aller justement suggérer des solutions par rapport à l'expérience passée. Très bien. Alors comment vous voyez 2025? Toujours 30% de croissance? Je pense qu'on est sur un rythme d'acquisition continue. C'est toujours la croissance qu'on a suivie. Je pense que le marché français s'est accéléré en termes d'adhésion sur le modèle. On commence à en parler de plus en plus. Les enjeux de cybersécurité aident aussi à se poser la question quel service additionnel je vais pouvoir fournir. Et donc nous on se doit d'aligner une stratégie aussi de référencement au niveau des portefeuilles de solutions pour accompagner ces partenaires dans délivrer ces nouveaux services. Vous voulez dire qu'il faut que vous étoffiez l'offre avec des solutions cyber ou les solutions MSP sont adaptées pour faire de la cyber, pour être conformes? Les deux, mais on a fait rentrer en portefeuille de pas mal de nouvelles solutions de cybersécurité. On peut citer notamment contrôle sur la partie conformité NIS2 DORA pour accompagner les partenaires dans l'évaluation de la conformité de leurs clients. Et c'est aussi un levier commercial pour comparer entre l'état de l'art de la sécurité pour une PME et les écarts qui peuvent arriver. Et à vendre donc un outil de diagnostic en quelque sorte de la conformité. Oui, c'est diagnostic et accompagnement vers une conformité. Très bien, donc avec un plan d'action. Exactement, et avec un suivi d'un plan d'action que le MSP va pouvoir utiliser pour accompagner son client vers ses enjeux. Vous avez acquis 100 nouveaux partenaires quand même en 2024, c'est ça? Oui, on est sur une croissance à peu près. Il y a encore des partenaires à les conquérir? Ouais. Oh oui, plein. Je pense qu'il y a un potentiel de plusieurs milliers. Ouais, mais parce que on voit que je sais pas, mais la plupart de vos partenaires sont des sociétés en général qui sont parties de zéro. Alors les plus dynamiques sont partis de zéro. Ouais. D'accord. Notre plus gros client est parti de zéro. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite adopté le modèle MSP sans historique, avec un enjeu de développement commercial quand même. Et c'est eux qui ont eu le plus de succès en fait, et eu plus d'agilité. D'accord. Donc voilà, encore beaucoup de création, donc ça veut dire il y a encore du potentiel pour créer des nouvelles sociétés de service managés MSP. Absolument, je pense qu'il y a des boulevards pour les créateurs de MSP. Voilà, et en jeu pour cette année, donc vous allez continuer à développer la communauté, donc les outils, les collaborations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis diversifier le portefeuille, il y a encore des solutions à amalgamer. Oui. Il y a encore des sujets, il y a encore des sujets. Toujours sur des aspects de cyber, mais aussi ce qu'on va appeler d'hyper-automatisation. Donc on va essayer d'aller encore plus loin. Hyper-automatisation, donc là c'est l'IA quoi.
C'est de l'IA, mais on vient aussi quelque part interconnecter tous les outils du MSP pour pouvoir interagir sur l'ensemble des solutions simultanément dans des workflows unifiés. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une bonne continuation, Thomas et Frédéric. Un grand merci, Johan. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur IT Partner 2025 sur le stand Channel News sur le plateau et je suis en compagnie de Nicolas Z, co-gérant de Manaps. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes un MSP. Tout à fait. De 12 personnes. Donc pure player, vous quasiment, puisque vous faites un peu de négoce, mais vous avez une activité prépondérante dans les services managés. Vous avez un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros, ce qui vous met quand même déjà dans des MSP de taille conséquente. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'année 2024 ? Une bonne croissance ? L'année 2024 a été contrastée puisque, comme vous l'avez dit, il y a deux composantes, trois en fait, dans notre activité. Les services managés ont bien performé avec une croissance de 13% sur l'année. Oui. Par contre, le négoce a pris une vraie claque avec moins 22% sur l'année. Alors on espère que ça va se résorber en 2025 avec les mises à jour vers Windows 11 qui vont mécaniquement tirer la demande de matériel. Mais c'est vrai que sur 2024, il y a eu un vrai trou d'air sur la partie négoce. Et heureusement, elle représente que 20% de notre activité et donc ça n'a pas été trop pénalisant pour nous. Mais alors, vous l'expliquez comment, ce trou d'air ? Il y a un vrai attentisme, on connaît tous le contexte économique et politique, il y a une incertitude fiscale, il y a une incertitude normative, il y a beaucoup d'attentes, il y a des projets qui sont décalés, on les a vus arriver sur la fin d'année par exemple, certains projets, on a rempli le carnet de commandes en 2 mois à la fin de l'année, de choses qui étaient en attente parfois depuis des mois. Ouais. Et pas pour des raisons techniques, mais vraiment pour des raisons stratégiques des entreprises qui disaient il est urgent d'attendre. Alors vous, votre année, elle a également été marquée par la pérennisation de la semaine de 4 jours. Ouais, c'était un gros chantier qu'on a lancé mi-2023, de passer toutes les équipes à la semaine de 4 jours, 32 heures. Et donc c'est une mesure qu'on a définitivement adoptée en 2024. Voilà. Alors voilà, comment vous y êtes pris finalement, quel avantage vous y avez trouvé et quel peut-être obstacle vous avez rencontré ? Des obstacles, il y en a eu plein, mais c'est essentiellement de la logistique en fait, à organiser ça parce que on reste ouvert 5 jours sur 7, on reste ouvert de 8h à 18h et il faut organiser le support parce qu'il est hors de question de dire on n'est pas là pour nos clients. Le but c'était que les clients ne se rendent compte de rien, de ne pas baisser notre niveau de service, de ne pas baisser notre productivité alors qu'on allait perdre 3 heures dans la semaine. Et donc on a sauté quelques obstacles, par exemple on a réduit les temps de réunion beaucoup, on les a condensés, on a supprimé des actions qui ne servaient ni le client, ni la société, ni nos employés. On a simplement fait le ménage dans des tâches qui étaient chronophages et pas forcément utiles. D'accord. Voilà. À part les réunions, il y a quoi d'autre ? Il y a eu les réunions, mais il y a aussi de l'automatisation. De l'organisation, l'air de rien, d'organiser son temps, de savoir ne pas réduire les interruptions, notamment, qui sont extrêmement chronophages. D'accord, les pauses café un peu longues ? Pas forcément les pauses café, disons les notifications des emails qui arrivent, des téléphones, etc. De ne pas mettre tout le monde qui répond au téléphone en même temps. Il suffit d'en avoir 2 en fait et ensuite de dispatcher. Des tas de petites interruptions comme ça qui font gagner 1, 2, 3 minutes mais plusieurs fois par jour. Très bien. Et en réalité à la fin on s'y retrouve. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une semaine de 4 jours, mais en 32 heures. Tout à fait. Ouais. Donc, on n'a pas condensé les 5 jours dans 4 jours. Vous ne faites pas 10 heures par jour, vous faites toujours 8 heures par jour. Non, parce que si on faisait 10 heures par jour, le 5e jour serait là pour mourir. D'accord. Alors, quand on passe à la semaine de 4 jours, on se demande toujours, qu'est-ce que vous faites maintenant du jour qui est libéré ? Eh bien, ce qu'on veut.
Essentiellement, c'est pour le personnel, mais au fond, on pourrait choisir de faire autre chose, de s'engager dans une asso, d'aller nettoyer des choses, de faire un engagement associatif quelconque. On peut choisir de faire tout ce qu'on veut, de passer le temps avec ses enfants ou pour soi-même en fait. Voilà, donc les employés, les salariés sont heureux. Ouais, alors on a fait un baromètre pour mesurer tout ça, parce que c'est bien d'entendre ce qu'on nous dit, mais on a fait un baromètre pour voir ça, et oui, c'était de façon écrasante du positif. C'était un baromètre qui était noté jusqu'à 7 et on a eu une note de 6,6 sur 7. Donc c'était vraiment... c'était très très bien reçu effectivement. Mais par contre, c'est vrai que ça a généré beaucoup de peur au début. Comment on va faire ? Et donc là, comment on a fait ça ? On a impliqué les équipes. On leur a demandé, dites-nous, qu'est-ce qui va bloquer si on fait ça pour vous ? Qu'est-ce qui va bloquer ? Qu'est-ce qui se passe si toi, t'es pas là ? C'est quoi tes tâches lesquelles ne peuvent pas attendre que tu reviennes. Si elles peuvent pas attendre, qui peut le faire ? Et si cette personne doit le faire, de quoi elle a besoin pour le faire ? Donc on les a impliqués là-dessus, on s'est réparti les jours, voilà, tout ça s'est fait en collaboration avec les collaborateurs, et en fait on s'est aperçu que la carotte, le 5e jour pas travaillé, est tellement belle qu'en fait ils se sont tous impliqués. Dès qu'ils voyaient un problème arriver qui pouvait mettre en danger le truc, on leur avait dit, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on revient en arrière. Personne ne voulait revenir en arrière. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière une fois que vous avez mis le doigt dedans. Il faut y aller. Mais ils se sont emparés des sujets. Bah, ça risque... Je m'en occupe. Bouge pas, dans 2 jours, je reviens, on a une solution. Très bien. Alors, effectivement, vous l'avez dit, 2025, ça devrait être marqué par la migration vers Windows 11. Alors, c'est un bien ou c'est un mal, cette histoire de migration ? C'est souhaitable. On va dire que c'est comme ça. On a Microsoft qui impose cette migration. C'est justifié ? Je trouve ça un peu tôt par rapport à la durée de vie Windows 10 et de comment ça se fonctionnait. Moi, ce que je vis un petit peu mal, c'est qu'on nous avait dit que Windows 10 serait le dernier Windows. On nous l'avait dit quand même. C'est pas le cas. Non, écoutez, ce que j'espère, c'est qu'on aura une meilleure stabilité des mises à jour à l'avenir sur Windows 11, parce que pour le moment, c'est vrai que ça peut être largement amélioré. Il faut y passer, parce qu'en termes de conformité, et donc c'est le deuxième sujet de 2025, Nice 2 qui arrive. Et c'est ça, c'est comme ça qu'a justifié Microsoft, c'est la conformité. Non ? Je suis pas sûr que Microsoft le justifie comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on le justifie auprès de nos clients. Microsoft a dit on va arrêter de mettre à jour Windows 10. De fait, on ne peut pas continuer à utiliser Windows 10 au-delà de ces dates. Il y aura certainement quelques options pour pouvoir prolonger la durée de vie de Windows 10 pour certains clients qui n'ont pas encore été annoncés par Microsoft. Mais alors Windows 11, on pourra l'utiliser sans mise à jour ? Alors non, Windows 10 vous voulez dire ? Non, le 11. Le 11, il y aura forcément des mises à jour toujours à faire, bien entendu. C'est juste que Windows 10 n'en recevra plus de la part de Microsoft. Oui, voilà, mais rien ne va changer en fait. On va continuer, il y aura des Windows fonctionnalités 12 supplémentaires, il y a l'IA qui se pointe sur les ordinateurs. Il y a encore des cas d'usage à trouver pour la plupart des cas quand même là-dessus. Oui. Non, on peut pas dire que ce soit vraiment une grande innovation. Voilà. C'est surtout réglementaire et conformité. Alors voilà, conformité, vous, en quoi finalement, pourquoi vous utilisez cet argumentaire-là et en quoi Windows 11 va vous permettre d'être plus conforme ? Comme je l'ai dit, il y a un risque à avoir un système d'exploitation qui n'est plus mis à jour par l'éditeur. C'est juste ça, voilà. Voilà, clairement, il faut être... dans des versions supportées, c'est pas le cas que pour les systèmes d'exploitation, c'est le cas pour tout logiciel. Aujourd'hui, ça va très très vite. Des failles, ils s'en découvrent tous les jours dans tous les produits. Il suffit de voir un petit peu les mails de l'ANSSI tous les mois pour dire les 350 failles critiques qui ont été corrigées ce mois-ci, vite patchez-les. Et donc on voit bien que tout ça, ça continue à arriver, qu'on patche ou pas, les failles sont découvertes. Et donc si on ne patche pas, au fur et à mesure, l'utilisation de ces systèmes devient bien plus dangereuse. Donc il y a la conformité, mais il y a aussi et surtout la sécurité. Parce que les organisations ne peuvent pas se permettre aujourd'hui d'être mises à mal par une faille non patchée. Voilà. Très bien. Et vous projetez donc une croissance cette année du coup ? Ouais, tout à fait. On estime qu'on va se diriger vers les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On devrait passer le cap de 2 millions en 2025. C'est-à-dire en partant de 1,7 En partant de 1,7, oui, tout à fait. Donc ça vous fait quoi, un 30% ou 20% ? Ouais, c'est ça à peu près, un peu plus de 20% effectivement, avec toujours une belle croissance des services managés, mais je pense que le négoce va sérieusement rebondir aussi, à cause
là aussi, les postes de travail. Bien sûr, complètement. Alors, il y a des renouvellements d'infrastructures qui ont aussi été décalés, comme je le disais, des clients qui étaient dans l'attente. Ouais. Je pense j'espère qu'on va retrouver une stabilité gouvernementale bientôt qui va nous permettre de faire ça, et que le budget étant voté, l'incertitude fiscale et normative va s'alléger, on va dire. Très bien. Merci Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonjour, Johan Armand, Channel News sur IT Partner 2025. J'accueille sur notre plateau Sébastien Reverdy, le CEO de Beconex. Bonjour Sébastien. Bonjour Johan, merci. Alors on va redire qui est Beconex. Alors Beconex, c'est un groupe, un acteur européen de 70 personnes à peu près sur 5 pays, la France, le Benelux, l'Italie. À peu près 24 millions d'euros pour l'année 2024. Et on se dit spécialisé dans ce qui est gestion de l'équipement informatique de l'utilisateur connecté, c'est-à-dire tout son environnement de travail, avec une approche qui est, on va dire, un peu triple, à la voie du service, suppléer la gestion de flotte, la gestion de parc, et tout ce qui est dernier geste, la partie logicielle, puisqu'on a également une plateforme SaaS dont on est propriétaire et qu'on développe au rythme des attentes clients autour de la gestion des assets IT, et enfin matériel, puisque c'est un des métiers historiques de Connexing qui deviennent donc partie prenante de Beconex, avec tout ce qui est fourniture matériel neuf ou reconditionné de l'environnement de travail, PC, smartphone, tablette, casque, écran, et sachant que nous avons également nos propres ateliers de reconditionnement qui s'intègrent dans la chaîne de revalorisation. Alors Connexing, société nantaise que vous avez rachetée il y a 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, 1er juillet 2023. Très bien. Vous avez donc amalgamé les deux sociétés. Vous êtes, vous me disiez, à Saint-Rémy-de-Provence. C'est ça. Donc toujours les 2 sites. Hein. Alors on en a plusieurs en fait. On a continué notre croissance et notre développement. Donc on a le site de Saint-Herblain qui est un site historique pour Connexing. Nous avons également 2 sites de production. Un site à Paris, production où on fournit du support à nos clients. D'accord. Également sur Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles à côté d'Avignon. Nous avons un bureau à Lyon. Également un bureau sur Toulouse, et puis on envisage de s'implanter sur Bordeaux, ça c'est pour la France. Et pour l'étranger, donc nous sommes présents à Bruxelles et à Milan. Très bien. Et le reconditionnement se fait dans les locaux de ex-Connexing à Saint-Herblain ? Ça se fait plutôt à Saint-Rémy-de-Provence, d'accord, où on a la chance d'avoir des ateliers, et nous avons créé pour l'occasion en 2024 la société C2C, qui fait un clin d'œil, on va dire, au cradle to cradle, c'est savoir la capacité de garder l'intégrité d'un matériau depuis son extraction jusqu'à sa fin de vie. D'accord. Et donc C2C, CET 2O CE, a pour vocation de retraiter ou de faire passer par nos ateliers tous les terminaux, le matériel reconditionné, qui est soit acheté à nos clients, soit vendu à nos clients. D'accord. Alors quand vous dites retraiter, c'est-à-dire vous leur faites quoi au matériel ? Alors l'important aujourd'hui dans la chaîne de valeur est qu'on comprend qu'il peut y avoir beaucoup de flou et un peu de fumée autour du reconditionné, parce que c'est difficile pour l'utilisateur final qui l'achète à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Donc nos ateliers, ce que nous avons voulu, c'est être un tiers de certification dans du matériel qui est expédié. Je m'explique. Quand nous, on va être autour de l'utilisateur ou d'équiper un client en gestion de parc, on peut nous demander de nous assurer que le matériel est fiable. Dans cette fiabilité, vous allez avoir du PC, du smartphone, pour ne pas les nommer, et en les faisant transiter soit à l'origine par nos ateliers, soit au cours de la vie, ça nous permet, nous, d'avoir des points de contrôle et d'avoir à peu près 40 points de contrôle avec des solutions du marché. Ça nous permet donc de fiabiliser dans la sécurité, c'est-à-dire aucune donnée qui transite soit vers l'extérieur, soit à la fourniture, mais aussi d'avoir une certification sur les pièces de remplacement et les pièces d'origine. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, on garantit tout notre matériel 24 mois. D'accord. Et c'est une fiabilité supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et est-ce qu'on peut dire que vous remettez à neuf, ou c'est pas exactement ça ? Alors, il faut faire attention aux abus de langage, parce qu'on a toujours la volonté de reconditionner à neuf. Par moment, il faut faire ce qu'on appelle de la plasturgie, c'est-à-dire qu'on peut être amené à changer des pièces pour redonner un aspect identique au neuf. Donc il y a toujours une appréciation humaine qui peut permettre de dire, est-ce que ce terminal, j'accepterai moi-même d'en être l'utilisateur ou le dépositaire. Donc on fait un reconditionnement qui va être dans le respect de 2 paramètres, une rentabilité économique et technique, c'est-à-dire que s'il n'est pas fiable ou certifiable pour 24 mois, il ne passera pas l'épreuve. Si par contre
à défaut de cosmétique, il est parfaitement fiable selon nos attentes et nos critères en termes de technologie, de durabilité et de pièces, dans ces cas-là, on peut quasiment considérer qu'il soit reconditionné à neuf. D'accord ? D'accord, mais vous ne refaites pas la plasturgie. Non, on peut la renouveler, mais on n'a pas de, on va se sourcer chez les constructeurs pour avoir une qualité la plus proche de l'origine. Très bien. Vous traitez combien de pièces par an ? Alors, en vente pure, l'année dernière, on a à peu près revendu une dizaine de milliers, donc à peu près 10 000 pièces qui ont été vendues directement à nos clients. Et par nos ateliers, c'est plutôt le double, parce qu'en fait, on en a racheté, mais qu'on n'a pas vendu à nos clients. C'est-à-dire qu'ils ont été revendus à des plateformes. D'accord, ou dont vous vous débarrassez. Et clairement, ou alors ça peut être directement à la benne, qu'on appelle c'est environ 30%, hein, c'est ça qui partent à la benne. C'est à peu près ça, oui. Ok. Alors, l'année a été marquée par deux gros succès avec la Canut et la KIH. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces marchés ? Alors, ce sont des marchés publics. Ce sont des marchés donc les montants sont publics, ces informations sont peut-être vérifiées. Ouais. La Canut, c'est une nouvelle centrale d'achat qui a pour vocation à adresser toutes les petites collectivités qui pouvaient se sentir mis de côté par d'autres centrales. D'accord. Donc la Canut, c'est 20 millions d'euros, montant maximum de marché sur 4 ans. Et ensuite, aujourd'hui, on est entre 500 et 1000 adhérents. Et ensuite, vous avez la CIH, qui est la centrale d'achat pour tout ce qui est monde hospitalier. Et donc, nous avons été notifiés sur l'année dernière. La CIH, c'est à peu près 15 millions. Donc, ce qui est assez... Ça, c'est le montant du marché sur lequel vous avez été... Marché, d'accord, vous avez été notifié. Absolument. C'est pour ça qu'on puisse... Oui, quand même. C'est des gros montants parce que le chiffre d'affaires est de 24 millions. Donc, il y a de quoi tripler, quoi, en fait. Alors, rappelons-nous que c'est sur 4 ans. Sur 4 ans, pardon, excusez-moi, oui. Mais c'est sur 4 ans. Après, on va garder l'humilité de notre taille. C'est que ce sont des montants maximum qui vont passer par une animation à toute épreuve. Et on est très fiers et très contents d'avoir la confiance de la Canut et de la CIH, puisqu'il faut ce type de relation de qualité pour pouvoir développer. Et quelque part, on est aussi acteur comme réceptionnaire, dans le sens que en tant qu'animateur, on va aller proposer des nouvelles choses à ces centrales-là. Ouais. Et on en est très fiers, d'une part parce qu'on n'aurait pas spontanément pensé à une structure comme la nôtre, par rapport à notre taille et notre histoire, mais cette différenciation et cette agilité attire et peut susciter leur intérêt. C'est ce qui nous a amené à être retenus. Alors voilà, justement, je voulais vous demander les critères qui ont fait que vous avez été retenu, c'est... Alors, il y a des critères dits publics, qui sont des critères financiers, des critères de RSE, des critères de... Oui, mais ça compte maintenant. Alors, c'est essentiel, c'est-à-dire que dans la RSE, il faut cocher les cases. Il faut cocher les cases, il faut être le meilleur aussi. C'est pas un examen, c'est un concours. Et ce qui est relativement important, c'est d'être capable de prouver ce que vous faites. Et nous, ce qui est important dans la dynamique RSE que nous avons, c'est que il ne faut pas seulement annoncer, il faut prouver et mesurer. Donc aujourd'hui, nous sommes certifiés Bicorp. On est également certifié EcoVadis, mais on a cette ambition de faire toujours mieux. Et pour répondre à la question sur ce qui a pu attirer leur attention, je pense que c'est un aspect différenciant. C'est-à-dire que quelque part, on a voulu d'abord répondre à leurs besoins, à une agilité, à une volonté d'animer ses adhérents, d'aller au plus près des adhérents et d'avoir, une animation commerciale dont une structure, alors d'autres peuvent le faire, mais je crois qu'on a su leur démontrer, et on va continuer de le faire, d'avoir la capacité d'investir à leur côté pour amener du service et de la présence auprès des adhérents. Très bien. Sachant qu'effectivement, les entreprises publiques doivent avoir recours à l'économie circulaire pour 20% de leurs achats désormais. C'est une obligation, en effet, légale. Et donc, là-dessus, vous avez la pérennité recherchée. Alors, c'est un moyen pour eux d'avoir une commande publique qui réponde à leurs attentes. Très bien. Ce qui est intéressant quand on a un marché sur 4 ou 5 ans, c'est de pouvoir avoir une logique de progrès. C'est ce qu'on recherche aussi. Et puis quelque part, quand on a nos propres ateliers de reconditionnement, ce qu'il y a de génial dans la RSE et dans le reconditionnement, c'est que tous les acteurs travaillent ensemble. C'est-à-dire que vos compétiteurs peuvent être vos fournisseurs ou vos clients. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la logique humaine et sociétale de cette pratique. Et pour revenir sur l'effet marquant, donc il y a ces marchés publics qui ont été déterminants pour nous. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a pu, donc d'une part, on n'a pas perdu de clients, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur personnellement, parce qu'on ne peut pas construire en perdant. On est obligé de fiabiliser, de sécuriser. Je le rappelle, il y a eu 2 rachats consécutifs. Il y a eu en 2022 à Jumbo et en 2023 Connexing avec la France et les pays en Europe. Donc, ce qui était important, c'était d'une part de garder un maximum de collaborateurs, qui est un engagement moral que je tiens à prendre et à souligner. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire que sur l'aspect commerce et business pur, on a tenu nos engagements. On souhaite entretenir notre responsabilité et ça, on le doit aussi à nos partenaires avec qui on travaille régulièrement, puisque eux sont le premier maillon de la chaîne de la sécurité et de la réputation.
Oui, on peut dire vos partenaires stratégiques. Oui, alors on travaille avec des gens comme Samsung France, qui sont des partenaires importants pour nous. Ouais. On va travailler avec des gens comme Ingram, par exemple. On va travailler avec des gens comme Itensia, qui est un acteur majeur de la seconde main, avec des métiers historiques. Oui. Certainement que j'en oublie, je vois que notre partenaire Convergence qui est en face de vous. Oui. Voilà, d'autres me reviendront et je leur prie de m'excuser de les avoir oubliés, mais effectivement, on a des partenaires de longue date avec qui on travaille à des clients casquistes qu'on appelle Jabra. Donc voilà, on a des partenaires historiques et puis après, on s'oblige toujours à aller chercher ailleurs, Flex IT par exemple, de nouveaux partenaires qui sont capables justement de nous accompagner dans cette différenciation. Très bien. Alors, on va s'arrêter là sur le lancement de la marque Biconex. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, Biconex, c'est que quelque part, on a voulu, nous, créer l'association et l'union de nos marques qui étaient B2B et Connexing. Ouais. Alors, pour le petit clin d'œil, la première chose quand vous créez une marque, c'est de trouver un nom de domaine qui soit disponible. Et si possible, dans les pays que vous adressez, ce qui est le cas. Et Biconex veut dire Be Connected Experience, c'est-à-dire soyons l'expérience de l'utilisateur connecté. Et Biconex, donc, c'est une nouvelle marque que nous avons voulu créer à travers l'idée de dire ok, on va créer une nouvelle culture qui va être le best-of, c'est-à-dire l'union des deux où chacun va pouvoir se projeter dans un avenir puisqu'effectivement on a certaines ambitions pour les années qui viennent. Très bien, donc ça illustre le rapprochement de vos différentes activités. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Merci pour votre accueil et puis je vous dis à très bientôt. Très bien. IT Partner 2025 sur le plateau de Channel News et nous recevons Frédéric Cluzot, cofondateur et président d'Hermitage Solutions. Bonjour Yann. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes un VAD spécialisé en cybersécurité. Absolument. Vous avez fait 13 millions de chiffre d'affaires en 2024 et vous êtes 25 collaborateurs. Absolument. Alors votre actualité, eh bien, c'est toujours le marché de la cybersécurité. C'est notre ADN. Voilà, qui reste en dynamique. Absolument, on est toujours porté et on a la chance de travailler sur un marché qui est toujours porteur, toujours très dynamique. Ajouter à ça une équipe jeune, restructurée, très performante. Font que effectivement 2024 a été une très très bonne année pour nous. Alors comment ça s'est pourquoi ça a été une bonne année ? Parce qu'on voit quand même que le marché de la cyber a ralenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi j'ai pas trouvé qu'il ait ralenti. Au contraire, on a une croissance de 20%. Vous dites plus de 20%. Plus de 20%. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup parce que le marché ne progresse pas à ce rythme-là. Voilà, c'est ça. Donc comme je disais, on reste quand même sur un marché qui est très dynamique, il y a encore beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de nouveaux besoins, notamment avec l'IA. C'est peut-être ça qui a alimenté aussi la croissance ? Oui, tout à fait. Comment vous l'analysez ? Et puis une transformation du marché, c'est-à-dire que beaucoup de nos partenaires viennent du monde de l'intégration, on va dire, classique. Traditionnelle. Et beaucoup sont, pour certains, ils ont déjà commencé il y a quelques années, mais beaucoup sont en train de transitionner vers des activités de services à valeur ajoutée. Le service manager ou Absolument, absolument. Les fameux MSP. MSSP et MSSP, et donc ce qui représente une part de plus en plus importante de notre chiffre d'affaires, et ce qui nous a amené à concevoir une offre d'accompagnement. MSP précisément. Voilà, tout à fait, pour les aider à peut-être mieux anticiper certaines des difficultés que nous on expérimente avec nos clients dans ce passage qui est un peu délicat en fait. Alors le passage de quoi ? Parce que vous, votre métier c'est la cyber, mais vous-même vous êtes en train de transitionner vers le métier de MSP. Alors, d'accompagner vos partenaires à transitionner vers ce métier-là. Exactement. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin qui remontait de nos clients pour les aider à adopter une démarche plus structurée, plus efficace, pour développer leur offre de services infogérés. C'est une transition qui est assez difficile, elle est très structurante sur différents plans, commerciaux, techniques, organisationnels, compétences.
marketing également. On a cette chance d'avoir à peu près 700 clients, dont 300 MSP, donc on est confronté à beaucoup de cas de figure et on peut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les aider à prendre des raccourcis si vous voulez. Mais qu'on comprenne, donc vos clients, vous les aidez à migrer sur les services managés de sécurité ou sur les services managés en général? Alors en général, puisque aujourd'hui notre portefeuille il s'est ouvert à des offres comme Atera ou Kaseya pour de l'administration de périphériques. Donc aujourd'hui, je pense qu'un MSSP doit de toute façon avoir une composante cybersécurité. Ça me paraît un peu difficile aujourd'hui de gérer un parc sans couvrir l'aspect cyber. Donc effectivement, nous, notre portefeuille, il évolue de façon parallèle. D'accord. Et du coup, ça vous permet de recruter des nouveaux partenaires? Absolument. L'année dernière, on a recruté par exemple 80 partenaires. Qui viennent, eux, donc, vous disiez, de gestion d'infrastructures classique. Oui, voilà, qui viennent du monde de l'intégration plus classique. Plus classique. Et qui voient bien, soit tiraillés sollicités plutôt par leurs clients, soit également challengés par leurs confrères, qui voient bien qu'il faut développer et rentrer sur ce marché du service infogéré. Alors, maintenant, si on se penche sur les segments de la sécurité, qu'est-ce qui a tiré finalement votre activité en 2024? Alors, nous, nos clients, plutôt les clients de nos clients sont plutôt dans le monde de la PME. Donc, on est sur des besoins de base de la cybersécurité, donc la protection de l'espace de travail, la protection périmétrique, la protection de la donnée. On reste sur des choses relativement classiques. Ce qui se développe beaucoup, c'est par exemple toute la thématique autour de l'accès à distance, toute la thématique autour de la gestion des mots de passe, mais fondamentalement on reste sur des briques de base. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont besoin de fortifier leur défense sur cet aspect-là. Et du coup, ça alimente quel partenaire stratégique chez vous, principalement? Alors, les grands partenaires de notre portefeuille, ça va être des gens qui sont très connus, comme Sophos, Acronis, E7, et donc maintenant Kaseya, Keeper. D'accord. Il y a un certain nombre... Qui sont arrivés quand, ces derniers-là? Alors, Sophos, c'était il y a 20 ans. Oui, non, Kaseya... Alors, Kaseya est arrivé il y a 2 ans. Atera est arrivé il y a quelques mois. D'accord. On continue d'enrichir. 2024, il y a eu des arrivées dans la sécurité. Il y a eu Atera et CoreView, par exemple, qui traitent de tous les aspects de gouvernance du monde Microsoft. Très bien. Ok, voilà. Alors, des thématiques qui ont une résonance particulière. Bon, on a parlé de la croissance économique. Finalement, vous dites qu'à partir de Q4 2024, il y a quand même eu des signes de ralentissement. On a vu effectivement des signes qu'on n'avait pas vus précédemment ou beaucoup plus rarement, malheureusement de sociétés qui disparaissent. Quelquefois des sociétés assez importantes, des PME de 200-300 personnes, et qui, par effet domino, ont aussi affecté certains de nos propres clients, des intégrateurs, des fournisseurs. Donc là, on parle de défaillance. On parle de défaillance. Effectivement, c'est malheureux, mais effectivement, il y a certains de nos clients sont affectés. Commencent à être affectés par des défaillances. Tout à fait. Alors 2025, vous y croyez quand même bien? Oui, sinon c'est pas la peine de se lever. Ça va être une année difficile, forcément. C'est un peu paradoxal parce que les analystes continuent de nous prédire beaucoup d'augmentation des budgets sur la cybersécurité, mais d'un autre côté, on a quand même un contexte économique qui est un petit peu difficile, qui est toujours un petit peu illisible, un contexte politique qui est aussi qui se décante peu à peu. Donc du coup, vous êtes prudent, vous dites. Voilà, tout à fait. Plus 10%, non pas plus 20%. Je ne pense pas qu'on pourra, j'aimerais bien, mais je ne pense pas qu'on pourra réitérer la performance de l'année dernière. Si on arrive à croître d'entre 8 et 10%, je serais complètement satisfait. Et votre chantier, donc, accompagner encore plus de
manière Voilà. plus large les partenaires Tout à fait. MSP, c'est-à-dire Les accompagner dans cette phase de transition, les aider. Et ça passe par quoi ? Ça passe par un accompagnement méthodologique, ça passe par des aides au marketing, ça passe par des aides à la structuration. Effectivement, ça va être notre challenge à nous de en 2025. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je vous laisse